Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse la levée de fonds d'Agriloops en levée de fonds sur SoWeFund à partir des critères d'investissement gagnants de Léonis. On commence tout de suite. Je suis sur la page Agriloops, les gambas françaises éco-responsables et ultra fraîches. Je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Si tu ne les connais pas, il y a petite, voilà, qu'on voit bien écrit en bas. Si tu es un investisseur malin, abonne-toi évidemment à la chaîne YouTube Léonis pour rater aucune prochaine analyse. Donc, c'était pas la bonne taille, faut faire très attention. Donc, on va analyser Agriloops à partir de mes critères d'investissement. On va essayer de réfléchir ensemble, est-ce que c'est un bon investissement ou pas. Et bien sûr, si tu connais pas mes critères d'investissement, tu peux télécharger gratuitement le document complet en description juste en dessous pour savoir de quoi je parle. Donc, Agriloops a développé une technologie de rupture sur le marché de la crevetticulture. C'est un mot qu'on prononce pas tous les jours. Donc, c'est évidemment de la culture de la crevette, l'élevage de crevettes. Si je te dis pas de bêtises, sans antibiotiques, sourcés localement et donc pas congelés, qui viennent, je sais pas quoi, d'Indonésie et qui sont congelés sur un bateau pendant des semaines, en milieu salé et avec une solution d'aquaponie qui permet de récupérer l'eau des crevettes pour en faire un fertilisant et faire pousser des végétaux. Donc, voyons un petit peu voir. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire comme ça, toujours, quand on a le projet vu de tout en haut, on peut déjà dire un certain nombre de choses, notamment la technologie Agriloops est protégée par un premier brevet. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que y a un marché, évidemment, la crevette, il y a un marché, il y a des gens qui aiment manger de la crevette et qui achètent de la crevette, ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est apparemment ce qu'ils appellent des grandes crevettes, donc des gambas. C'est visiblement la taille qui permet d'appeler la crevette gambas. En tout cas, c'est ce qui semble dire dans la vidéo. Je suis pas spécialiste des crevettes. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a une monétisation évidente, puisque quand on va vendre la crevette, ils savent comment monétiser. Tu sais que ce critère il existe parce que dans le digital, quand on est sur sur Internet, sur une application mobile, etc., il y a beaucoup de gratuits. Évidemment, dès qu'on retombe dans le produit physique, l'avantage, c'est qu'on a tout de suite une monétisation évidente. On vend le produit, on vend la crevette. L'inconvénient, c'est que on n'a pas les effets d'échelle du digital. Alors, on a certains effets d'échelle, tu le sais, mais on n'a pas les effets d'échelle infinis du digital. Où avec une application mobile, par exemple, Uber peut faire des courses de taxi dans le monde entier sans avoir à développer plusieurs applications. Ici, pour chaque crevette vendue, il va falloir l'élever. D'habitude, je dis la créer. En l'occurrence ici, c'est pas eux qui créent la crevette, c'est Mère Nature. Mais il faut quand même l'élever, la nourrir, etc. Donc on a toujours la monétisation qui est tout de suite positive et les effets d'échelle qui sont tout de suite négatifs. On a autre chose qu'on peut immédiatement analyser sur ce projet, c'est l'avantage injuste puisque c'est breveté. Le brevet, c'est l'avantage injuste presque ultime. À nouveau, ça n'existe pas dans la technologie. On peut pas breveter ni les idées ni le code informatique. En tout cas, très difficilement, mais on peut breveter une technologie Agriloops, qui est ici la technologie, si j'ai bien compris, de récupération des eaux salées d'élevage pour faire de l'aquaponie. Mais à la limite, peu importe le brevet d'une certaine manière, tant que si quelqu'un veut faire la même chose, il pourra pas parce qu'il sera en infraction sur le brevet de Agriloops. Et donc, ça donne un avantage injuste immédiat. Il nous reste finalement, tu vois, instantanément, ça fait une grosse partie du travail qui est faite. Il nous reste à voir l'équipe, la marge, l'attraction bien sûr, et avec tout ça, on parlera de la valorisation. Alors voyons voir l'équipe, l'espace d'un instant. On a Jérémy et Romain qui sont CEO et CTO. Alors je pense pas que Pernel soit associé au projet, mais on va quand même aller voir, et on va aussi par acquis de conscience aller voir Benoît et Alexandra. Pourquoi je pense pas? Parce que ici il y a écrit CEO, CTO, donc Chief Executive Officer et Technical Officer, mais ici il y a juste écrit Production Project Manager, donc peut-être qu'elle serait pas associée, ou alors elle est, en tout cas si c'est le cas, elle est pas assez mise en avant, mais on va très vite le savoir parce qu'on va aller voir les profils LinkedIn. On va regarder notamment notre ami donc Jérémy, qui est le directeur général et cofondateur. Depuis combien de temps il est chez Agriloops? Voilà, depuis 6 ans, juin 2016. Ici, on a Romain, le CTO, depuis juin 2016 et notre cher Pernel depuis décembre 2019. Donc vraisemblablement, responsable de production, elle n'est pas cofondatrice, donc on ne va pas analyser son profil. Benoît, Benoît, il a même pas mis Agriloops sur son profil, donc ça c'est encore mieux. Et Alexandra 2021, donc chef de projet financement, vraisemblablement peut-être pour la levée de fonds. Donc on a bien Jérémy et Romain, les deux cofondateurs. Alors qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Complémentarité, est-ce qu'ils ont fait des études différentes? Ici on a AgroParisTech, Institut des sciences et des industries du vivant et de l'environnement, donc ça c'est parfait. Et ici on a AgroCampus Ouest. Donc là on a des profils qui sont adaptés.
mais qui ne sont pas complémentaires, puisque on a ici ingénieur agronome, et ici ingénieur agronome, hein, grosso modo, protection des plantes, mais voilà, diplôme d'ingénieur, protection des plantes et de l'environnement. Donc on a 2 ingénieurs agronomes, donc on n'a pas de complémentarité, ça c'est plutôt négatif. Et est-ce qu'on a des expériences entrepreneuriales préalables? Pour Jérémy, non. Et pour Romain, chargé de projet, nanana, non. Donc, pas d'expérience entrepreneuriale préalable et surtout pas de complémentarité, ça fait que malheureusement l'équipe, on donne un point négatif. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents, ils ont l'air d'être absolument compétents et on l'a vu dans la vidéo, mais c'est 2 profils redondants. Et c'est 2 débutants. Si on avait soit une expérience préalable avec des profils redondants, on aurait pu dire que c'était ok, soit des profils complémentaires, même si c'était leur premier projet, mais là c'est leur premier projet et ils sont pas complémentaires finalement. Alors peut-être qu'ils se répartissent les tâches et que dans la réalité ils sont complémentaires, mais du point de vue de leur profil, de leurs études, ils sont pas complémentaires. Romain, il est CTO, mais en fait, est-ce que voilà, finalement, il n'avait pas de projet avant de CTO. Ici, c'était parce que il y a le diplôme, mais il y a ce qu'on a fait après. Le diplôme, ça ne veut pas tout dire. Mais est-ce qu'il a eu une expérience de développeur ou de technique après? Ben non, responsable qualité, hein, pas responsable technique. Ici, collaborateur d'experts, mais pareil, pas technique. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvent sur le technique. Donc pas de complémentarité. Bon, c'est pas grave, hein, mais ça leur fait un critère négatif. Alors, ensuite, on va chercher la marge. Donc là, on a tout un déroulé hein, qu'on n'a pas forcément besoin de lire parce que enfin voilà, on cherche finalement pas tant de choses que ça. Ce que je veux savoir ici, c'est la marge. Donc on va regarder s'il y a ici mention de marge. Non, pas du tout. Ça, c'est un petit peu embêtant. Mais c'est souvent le cas, hein, les boîtes communiquent pas forcément là-dessus. On va essayer d'aller voir ici dans les documents, toujours une petite recherche. Alors tu le sais, hein, je fais aussi exprès de non pas seulement donner la réponse et dire voilà la marge j'ai trouvé ces temps, mais de voir si c'est facile à trouver ou pas. Ici offre, tu vois qu'on a un texte gigantesque, hein, si je déroule tout, c'est énormément de choses qui sont racontées et c'est très bien, on veut qu'il y ait le plus d'informations possible, mais il manque des choses hyper importantes. Où est la marge? Donc ça c'est évidemment embêtant et on est obligé d'aller fouiller dans les documents. Bon, c'est pas grave. Alors voyons voir le BP. Le BP, ça devrait peut-être nous donner une meilleure idée d'une marge. Il n'y a pas marge mentionnée nulle part dans le BP. Tiens, ça c'est aussi quand même fou. Ah, tu me diras, il n'y a que 14 pages. D'habitude c'est des gros documents. Ici, alors voyons voir ce que nous voyons voir. Plan financier 2022, fixe asset working capital requirement 0. Incoming tax, net self-financing, cash flow. Donc là, tu vois que cash flow négatif, moins de 2 millions sur 2022, moins de 2 millions sur 2023, moins 4 millions, 5 millions. Et seulement en 2026, bon, alors là, évidemment, c'est le genre de truc que moi, j'ai un peu du mal. Ici, compte de résultat. Alors, EBITDA. Ok, donc voilà, c'est simple. Operating income 2022, 0. Prenons 2024, tu vois, 1700 de operating income et EBITDA moins 3 millions. Donc c'est une boîte qui... Alors il faudrait voir quelle est la marge brute. Est-ce que c'est écrit? Oui, grosse margin. Mais c'est une boîte qui perd quand même beaucoup d'argent. Donc tu vois que 1700, grosse margin 1000. Donc ça va. La Mangrone 2234 et grosse margin moins 89. Donc c'est difficile à analyser ce genre de projet parce que tu vois qu'en 2022, il n'y a pas de marge parce qu'ils font 0. En 2023, il y a une marge qui va être négative. Et seulement en 2024, on a une marge qui est effectivement supérieure à 50%. Donc, en théorie, je dois dire, ok, marge supérieure à 50%, ici c'est bon. Sauf que c'est en 2024 et que nous, on investit aujourd'hui. Et donc, il y a décidément, voilà. Il y a une grosse différence entre 2024 et aujourd'hui. On n'est pas en 2024, on est en 2022. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici 2024. On ne sait pas, je sais pas quoi, tout ce que tu peux imaginer, l'inflation, la guerre en Ukraine, plein d'autres choses qu'on ne connaît pas encore. Et donc, ça m'embête parce qu'aujourd'hui, la marge, elle n'est pas de 50%. Et donc, normalement, je fais l'analyse aujourd'hui et je dois dire ça. Alors, les gens vont me répondre, oui, mais regarde, quand ça fonctionne, tu vois que, machin, ouais. Ok, d'ailleurs, là, on a une marge qui décroît. Puisque là, on est à 1700, on est à 1000 de marge. Ici, on est à 2300, on est à 1400 de marge, mais ici, on est revenu à 1700 sur la mangrove 1. Pourquoi la mangrove 1 fait du profil, puis ça redescend? Je ne sais pas, ça m'étonne. Et donc, on est repassé de 1000 à ici à 839. Donc ici, on a une marge qui va augmenter puis décroître. Je ne sais pas pourquoi. Mais en théorie, je suis obligé de mettre non. Je suis obligé de dire que la marge n'est pas bonne, puisque la marge aujourd'hui, elle n'est pas bonne.
Bon, alors ce qui m'inquiète, c'est la traction. Parce que tu vois, 2022, 0. La boîte elle existe depuis 2016. Et si on va voir ici l'analyse et les chiffres, j'imagine qu'on n'aura rien sur avant 2022. Voilà, ça commence en 2023. Ça fait depuis 2016, les gars, que ça existe. La boîte, elle a 7 ans. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Elle a 6 ans et demi. Enfin, on est en octobre, donc ouais, allez, disons qu'elle a 6 ans et 6 ans, ok? Parce qu'ils ont créé, je crois, en juin. Donc, pas de chiffre d'affaires après 6 ans. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Et donc, quelle que soit la valorisation, à moins que tu valorises ta boîte à 500 000 euros, ça sera non. Alors, on va découvrir la valorisation. Elle est ici. Mais c'est archi non. Alors, évidemment, tu prends en compte qu'il y a des brevets dans l'histoire. Ici, avantage injuste. Donc, les brevets, ça a de la valeur. Mais ça fait 6 ans et la boîte, elle n'a pas fait de chiffre d'affaires. Et les fondateurs, ils ont plus que 51% du capital. C'est-à-dire que là, ils vont passer minoritaires. Bon, voilà, je pense que tu le comprends. Hein. Pour moi, c'est le genre de projet... Bon, déjà, c'est pas un projet digital, donc c'est pas trop ma tasse de thé, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je les analyse avec plaisir, ce genre de projet. Mais là, il y a beaucoup de problèmes, quoi. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, bon, un projet sur lequel mon avis personnel est plutôt négatif en tant que projet en tant que tel. Après, l'idée est super de faire des crevettes. Enfin, c'est ça qui est terrible avec l'investissement, c'est que moi je serais ravi, j'ai envie de manger ces crevettes françaises et pas des crevettes qui ont traversé l'Atlantique, j'ai envie de les manger. Mais en tant que business pur, en tant que vraiment côté investisseur, pour moi ça fait pas sens d'investir là-dedans. Voilà. Ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi et ça n'enlève rien au mérite des fondateurs. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas. Et si tu investis, tu as tout à fait le droit d'investir, hein, évidemment, et je t'encourage à investir si le projet te plaît. Voilà pour mon analyse. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.